Alors, le plan que je vais vous proposer de suivre, parce qu'il faut quand même ordonner un peu le propos, c'est après, un peu comme pour ceux qui ont passé des examens, des concours un peu importants, ça m'a rappelé les concours des grandes épreuves d'agrég, où au bout de 3 heures de préparation, je prenais mes feuilles de papier, je déchirais tout et je repartais à zéro. Là, il s'est passé à peu près la même chose. Et puis, j'ai fini par prendre un mauvais plan qui peut peut-être permettre de faire une bonne causerie. Alors, d'abord, regard croisé sur Georges Clemenceau et Sem. Premier élément, bien évidemment, c'est quand même la chronologie, puisque nous verrons qu'il y a une génération d'écart entre les deux, et que pourtant, il y a une affinité évidente entre eux, qui ne se connaissaient, à ma connaissance, pas. Nous en parlerons plus tard. Donc, une chronologie comparée. Et puis ensuite, j'ai souhaité intervertir les champs de compétences, c'est-à-dire voir Sem et la politique, et Georges Clemenceau et la caricature. Je n'ai pas de caricature de Georges Clemenceau à vous proposer, je ne crois pas qu'il en ait fait. C'est une question que je voulais poser, mais il ne me semble pas. Et puis ensuite, bien un temps un peu chronologique, avec la présence de Clemenceau dans l'œuvre de Sem, avant, pendant, après la guerre, car ce sont à l'évidence 3 modèles différents pour Sem. Alors, premier point donc, des regards croisés sur Georges Clemenceau et Sem avec une chronologie comparée. J'ai beaucoup plus de choses à dire sur Georges Goursat que sur Georges Clemenceau, parce que Georges Clemenceau, j'ai lu beaucoup de livres, j'ai beaucoup fréquenté le rapport de son action historique. Georges Goursat, j'ai manipulé tellement de traces de sa vie et de sa production que j'ai presque une relation un peu personnelle avec lui. Je n'oserais pas dire la même chose de Clemenceau, bien évidemment. Alors Georges Clemenceau, simplement pour mettre en évidence certains points et ne pas vouloir être exhaustif, mais il est né le 28 septembre 1841 à... Bravo, je vois que le public suit, effectivement Mouilleron en parade. Et fils de médecin, médecin lui-même, mais ayant aussi fait des études de droit. Georges Goursat est né le 22 novembre 1863 à Périgueux. Donc, ce que je vous disais, 22 ans d'écart, un peu plus de 22 ans d'écart entre les deux et des origines géographiques tout à fait différentes. Autant il y a cette différence au départ, autant à l'arrivée, ça va se resserrer. Car Georges Clemenceau meurt, vous l'avez vu partout dans cette maison, 24 novembre. le 24 novembre 1929, puisque tous les calendriers, tous les agendas sont restés arrêtés à la date de son décès, donc 24 novembre 1929. Et Sem meurt le 24 novembre 1934. Donc voilà, ils sont quand même harmonisés et réglés les montres, puisque le calendrier, en tout cas, s'est fait sur le 24 novembre. Vous avez noté qu'ils avaient déjà le même prénom. Ça nous fait 2 points de comparaison. Et il y en a un troisième que je n'avais pas remarqué, mais Lise Lantignac l'a tout de suite identifié, c'est qu'ils ont tous les deux quasiment la même écriture de cochon. À peu près illisible, très difficile en tout cas, si on n'a pas l'habitude, à déchiffrer. Donc voilà, nous avons 3 points communs entre Georges Goursat et Georges Clemenceau. J'en rajouterai un quatrième, que je vais développer à certains moments, qui est ce goût assez répandu à l'époque, mais quand même poussé là assez loin et dans ce qu'il y a de meilleur, pour le Japon et le japonisme. Car que ce soit dans l'expression artistique ou par le goût de l'ameublement et de l'environnement, Sem l'a bien pratiqué et Georges Clemenceau aussi, vous avez pu le voir, ne serait-ce si vous ne le saviez pas déjà, ne serait-ce qu'en observant les pièces qui composent cet appartement et avec
un mobilier qui fait envie à tous ceux qui ont des collections japonaises à ranger. Alors, la vie de Clemenceau va être profondément différente de celle de Sem, puisque assez jeune, après avoir étudié la médecine et le droit, mais il va partir à 24 ans aux États-Unis. Il va se marier avec une Américaine. J'ai oublié de préciser peut-être un élément important pour comprendre la suite. Il n'était pas simplement d'une famille de médecins et avec un goût pour le droit. Il était aussi d'une famille vendéenne, mais profondément radicale, radical républicain, mais au sens de la radicalité du XIXe siècle, c'est-à-dire d'une gauche bien affirmée. Donc, bien entendu, anti-bonapartiste. Il part donc aux États-Unis, il en revient marié, mais avant la chute du Second Empire, et là, il va être présent dans les grands événements, il va devenir maire de Montmartre, il va être présent au moment de la Commune, et il va apporter un soutien à la Commune, même s'il n'est pas communard, et il sera assez souvent en opposition avec le gouvernement de Thiers et plusieurs autres ministres. Par contre, il va avoir déjà de fidèles amitiés politiques, notamment avec Gambetta. Ce que je peux noter sur cette période qui est important, sur lequel nous reviendrons, c'est le Japon, parce que le virus a déjà pris. Il commence à faire une collection japonaise très très importante, et en particulier un nombre plus que significatif, puisque ça atteint, je crois, 2000 ou 3000 kojo, des petites boîtes en lac à encens, et il a une collection extraordinaire qui ensuite va être dispersée, réunie, retransmise à d'autres institutions, mais cette collection de kojo est quelque chose de très important. Il fait partie des premiers grands collectionneurs français, comme les Goncourt, bien évidemment, comme d'autres peut-être un peu moins connus, mais M. Huck, qui était un grand patron de presse, qui avait eu déjà en son temps l'équivalent de la Dépêche du Midi. Et donc tous ces gens avaient des collections japonaises et qui dépassent les collections telles que nous les connaissons actuellement. C'est-à-dire qu'on allait très loin dans la connaissance des arts japonais, en particulier dans la connaissance des estampes, mais dans la collection aussi de certains objets, comme par exemple les gardes de sabre, pour une raison très simple, c'est qu'au Japon, l'ouverture s'est faite et les samouraïs sont sur leur déclin. Le Japon n'a plus besoin de samouraïs. Donc il tâche de les reconvertir en universitaires, en hauts fonctionnaires, en membres importants d'une aristocratie locale, mais plus en tant que chef de guerre et de samouraï. Donc on les désarme. Et donc on vend les sabres, les armures et les gardes de sabres au kilo, quand on ne les casse pas et on ne les fond pas. Et ça fait le plaisir de tous les collectionneurs et marchands français, allemands, anglais et américains. Alors, Sem, lui, de son côté, va évoluer depuis son Périgord natal, avec l'attrait, dans un premier temps, de la capitale régionale, Bordeaux. Et donc, il va, à partir de 1895, devenir bordelais, y avoir un beau succès avec, pour les amateurs, des albums, mais aussi une revue, par exemple, comme Tourny Noël, qui est restée très célèbre. Il est tenté par Paris. Il sent qu'il peut venir à Paris. Il y vient pour son plaisir. Il a aussi un autre point commun, tenez, avec Georges Clemenceau, qui me vient maintenant. L'escrime, par la nécessité. Clemenceau a eu de nombreux duels. Nous l'évoquions tout à l'heure. Eh bien, Sem était aussi une fine lame et participait à Paris aux activités du club d'escrime du Figaro, car tous les journaux avaient leur spécialité. Celle du Figaro, c'était son club d'escrime. Et donc, il en faisait partie. Il pense commencer à produire à Paris
mais il trouve que le moment n'est peut-être pas encore venu, qu'il faut attendre. Il va à Marseille. C'est tout à fait différent comme destination. Il passe 2 ans à Marseille. Et le coup de génie de Seine est de venir à Paris en 1900, au moment de l'exposition internationale. Et à ce moment-là, il sort un album, le Turf, c'est-à-dire la Société du Jockey Club. Vous voyez immédiatement que nous ne sommes pas exactement dans la même cible que celle des adhérents du Parti radical républicain de Georges Clemenceau, et que nous sommes là, au contraire, dans une élite aristocratique, financière, terrienne, très puissante. Le Jockey Club, à l'époque, n'a pas encore été atteint par les méfaits de la Première Guerre mondiale et vit encore dans une opulence certaine. Clemenceau, lui, va être touché par une complication politique importante, l'affaire de Panama. L'affaire de Panama, qui donc, pour les questions que vous savez, du financement du canal de Panama, des emprunts qui ont été faits, des politiques qui ont pu faciliter certaines démarches, mais en même temps s'enrichir considérablement par des produits accessoires et illicites. Et donc, on accuse Clemenceau, qui connaît très bien certains de ces politiques, d'être leur complice. Et il doit à ce moment-là faire face. Il est représenté, les premières caricatures de Clemenceau, pas par Seine, mais par d'autres, le représentent confortablement installé sur des sacs de millions de francs or. Il a beaucoup de mal à s'en remettre. Il est battu aux élections. Mais ça n'est pas un malhonnête homme. Loin de là. Battu aux élections, il paye ses dettes. Il rembourse sa campagne. Et il vend sa collection d'objets japonais. C'est un crève-cœur pour lui, mais il vend ses objets japonais. Alors, ça va être assez long pour se remettre. Il va revenir en politique par le Sénat. Il va devenir sénateur du Var. Vous voyez que c'est peut-être pas exactement le parcours politique qu'il avait initialement envisagé, mais ça va lui permettre de se réinstaller dans le jeu politique. Seine, pendant ce temps-là, lui, est venu à Paris, a eu un succès extraordinaire avec ses premiers albums, et va maintenant produire à peu près un album par an et développer une activité tant par les albums qu'aussi par la presse, puisqu'il est très demandé dans les journaux, quelle que soit d'ailleurs l'opinion de ces journaux, c'est assez vaste. Il n'est pas attaché à un seul journal, il va travailler avec Le Figaro, il va travailler avec Le Gaulois du Dimanche, et Le Gaulois, il va travailler avec Le Journal, donc un gros succès. Pour être maintenant au cœur de cette chronologie, dans la période qui nous intéresse, bien entendu, 1906, Clemenceau est ministre de l'Intérieur. Il revient au premier plan. Il va être président du Conseil très rapidement. Il va rester 3 ans aux affaires. Et tout le monde n'a pas vu l'exposition. Je ne sais plus s'il est reproduit le dessin avec le temps. Oui, il est reproduit, le journal est présenté avec le temps de travail, quand Clemenceau débarque dans l'atelier de Seine, et puis met tout en désordre. Enfin, en plus, c'est très amusant, il y a les dessins représentant différentes personnalités. Voilà. Et donc, ça, c'est une des premières caricatures de Seine représentant Clemenceau, Clemenceau dans l'exercice de ses fonctions de ministre de l'Intérieur. Ensuite, deuxième étape, après ce ministère Clemenceau, j'ai oublié de dire que bien évidemment, c'est de là que vient le Tigre, puisque ce sont les brigades du Tigre que chacun connaît. On pense toujours que le Tigre, c'est simplement un surnom qui lui a été donné à l'occasion de la guerre, de la puissance de sa volonté, de sa férocité à combattre l'ennemi, mais non. Le premier dessin, d'ailleurs, on verra tout à l'heure, vous allez avoir quelques images quand même, une fois que j'aurai fait cette partie théorique,
le premier dessin de Sem représentant Clémenceau en tigre, c'est au titre de parlementaire, nos parlementaires, et c'est en 1913 quand il est sénateur du Var. Donc ça, c'est après avoir été le tombeur de gouvernement, parce que pendant 20 ans, il aura été le tombeur de gouvernement, il devient chef du gouvernement, et à ce moment-là, en tant que ministre de l'Intérieur, etc., il devient le premier flic de France, et donc les Brigades du Tigre et le Tigre, avant d'être, troisième surnom, le Père de la Victoire, à la fin de la Première Guerre mondiale. Voilà. Alors, je termine les chronologies juste pour dire que Sem va avoir une fin de vie moins... Enfin, Clémenceau, vous la connaissez, une éclipse, retour au moment de la Seconde Guerre, de la Première Guerre mondiale, où il est président du Conseil de 1917 à 1920, et puis ensuite la déception de ne pas être élu président de la République, son voyage en Asie du Sud-Est et en Asie du Sud, et puis sa mort en 1929. Sem, lui, donc, va tout à fait s'adapter, on va voir comment, à la guerre. Il va avoir des activités tout à fait intéressantes et importantes au moment de la guerre. Et puis après, il faut qu'il change sa production. Il ne peut pas faire les mêmes albums qu'avant-guerre. Donc il va y avoir quelques années de changements importants, avec des albums qui vont s'appeler d'ailleurs Le Nouveau Monde. Ce sera une série d'albums avec non plus forcément les personnalités du Jockey Club, mais le nouveau monde de la finance qui s'est installé. Et puis ensuite, vraiment, les dernières années, dernier album 1927, et les 7 dernières années, ce sont des contributions moins importantes, il n'y a plus d'albums, et ce sont davantage des contributions à des illustrations de livres ou à des articles. Alors, je vous mets quelques images pour conforter mon propos. On a parlé de Périgueux. Oui, il est formé, je l'ai dit, par l'influence du Japon, mais aussi par ce qui se passe à Carinthage, ce qui se passe à Paris. C'est la grande mode à la fin du 19e siècle des ombres chinoises. Donc voilà un exemple avec la cathédrale Saint-Front. Là, vous avez le retour, c'est un peu plus tardif comme auto-caricature, mais c'est Sem qui se croque lui-même en épicier, puisque il avait hérité de l'épicerie de son père à 20 ans. Il n'était pas fait pour être épicier, il l'a très vite vendu, mais il lui en était resté quand même le goût des bons comptes. Là, voilà Sem chez lui, alors c'est plus tardif, là nous sommes boulevard Suchet, et avec une ambiance, vous avez un très joli un vase avec les carpes, les koi, sur la cheminée, et vous avez aussi au mur des masques No, vous avez différentes estampes. Et là, vous avez une caricature de Sem par Boldini. Vous avez dans l'exposition une très jolie caricature de Sem par lui-même, un autoportrait. Voilà comme je me vois, mais j'espère bien être le seul. Et là, vous avez donc Boldini qui représente Sem. J'ai oublié de dire que, bien évidemment, certains avaient vu l'exposition Boldini au Petit Palais, et Sem et le Boldini étaient un trio infernal. Ah. Alors, non. Ah oui, Sem et la politique. Sem et la politique, on a souvent dit que Sem ne faisait pas de dessin politique. C'était un artiste agréable, qui faisait de jolies choses, et qui ne se mêlait pas de politique. C'est faux. D'abord, première remarque, il faut distinguer entre ce qui est production d'albums et ce qui est dessin de presse. Bien évidemment, dans les albums, il n'y a pas de titre, il n'y a pas de légende. Dans les dessins de presse, il y a très souvent un titre, une légende et de la circonstance. La presse est de consommation rapide, dirais-je. L'album est fait pour rester, pour marquer. Et là, nous avons un exemple, pour moi, un des 2 exemples forts que vous allez avoir ici, d'opinion que Sem manifeste, franchement, à qui sait les comprendre, bien évidemment.
mais à l'époque, on comprenait quand même assez vite ce genre de choses. Le couple que vous avez, ce sont les Rothschild, âgés. Vous les avez sur la plage de Deauville. C'est joli. Il y a comme aujourd'hui un beau ciel un peu rosé qui laisse à penser que nous aurons demain une belle matinée. Les Rothschild ont l'air assez tranquilles, à avancer tranquillement. Tout va bien. Tout va bien, si ce n'est que ce qu'il faut remarquer, c'est qu'ils sont seuls sur la plage. Il reste encore quelques chaises, mais la plupart sont renversées. Pourquoi? Tout le monde a fui pour ne pas avoir à les saluer. Et c'est, 10 ans après, une suite encore implicite de l'affaire Dreyfus. Même si les Rothschild ont créé Deauville, ont participé en tout cas dans le premier Deauville. Et là, non, ils ne sont plus réellement chez eux, et Sem le montre en montrant cette plage absolument vide avec les chaises renversées. Alors là, le contraire, un dessin de presse. Un dessin de presse quasiment incompréhensible, en tout cas pour moi, incompréhensible aujourd'hui. Vous avez, c'est dans le Gaulois du dimanche, vous avez une référence à la commune, puisque vous avez l'hôtel de ville, 1871, marqué au-dessus d'ailleurs, l'hôtel de ville en train de brûler. Et puis vous avez une allusion à Jaurès, alors un peu coupé, mais c'est la voiture de Monsieur Jaurès qui part très très vite et qui écrase quelqu'un. Et vous avez ce brave communard, sans doute, ou garde municipal, enfin, comment dit-on, garde nationale, et qui en plus a un bidon de pétrole. Voilà. Et donc il y a eu un incident d'actualité important qui a mérité ce dessin de presse, mais qui pour nous est à peu près incompréhensible maintenant. Autre dessin un peu plus facile à comprendre, là nous avons un personnage qui prend un fiacre. Ce personnage qui prend un fiacre, vous allez le retrouver fréquemment et fréquemment à côté de Clémenceau. C'est Aristide Briand. Et donc là voilà Aristide Briand qui va monter dans le fiacre et qui est apostrophé par un type qui lui propose un billet de théâtre. Un bon fauteuil, mon prince? Coché au Théâtre Royal. Donc lui, il ne va pas à l'Opéra Populaire, qui est à l'endroit où il prend son fiacre. Non, il n'arrive pas, part de l'Opéra Populaire pour aller au Théâtre Royal. Voilà, il y a une petite méchanceté de Sem à l'égard d'Aristide Briand et de sa simplicité. Et là, il le représente dans un autre album, c'est pas dans un dessin de presse, là c'est un album, il n'y a pas de légende, il n'y a pas de commentaire, mais c'est le compagnon Aristide. Allusion très claire à sa religion et à sa façon d'arranger les choses, puisqu'il est en bon compagnon, c'est la légende, je crois, quand même, du dessin, le compagnon, et il arrive en plombier, prêt à toutes les combinaisons possibles. Il va tout arranger. Et là, un autre dessin politique, Sem et la politique, eh ben, c'est Georges Mandel sur le crâne de Clémenceau. Ça, bien évidemment, c'est un dessin tardif, c'est un dessin d'album, c'est pas un dessin de circonstance, c'est un dessin qui est fait pour marquer une opinion politique dans un album qui va rester et dont on ne va pas arracher la page ou jeter la feuille. Et c'est bien Georges Mandel, chef de cabinet du président du Conseil jusqu'à la fin de la guerre, donc Clémenceau, et qui, au dernier moment, va quitter Clémenceau, va se faire élire député de la Gironde, me semble-t-il, et va en définitive aider à l'élection de Deschanel à la présidence de la République en 1920. Sem aimait beaucoup Clémenceau et les métros pour pardonner à Mandel ce que lui considérait un peu comme une trahison. Clémenceau a été plus souple, il a été un peu... il y a eu quelques propos sur Georges Mandel, mais dans l'ensemble, je crois qu'il n'a pas... mais là, je me tourne vers Lise. Je ne crois pas qu'il y ait eu de fâcherie ostensible entre Mandel et Clémenceau. En tout cas, là, le dessin est, oui, clair, net, et sans discussion de la part de Sem. Alors voyons maintenant Clémenceau et la politique. Ben, le premier dessin que j'ai retenu, c'est une caricature de Clémenceau quand il n'est pas encore ministre.
c'est une caricature de Clémenceau au tout début des années 1900. Il est simplement parlementaire, il est à la Chambre ou au Sénat, peut-être quand il était sénateur du Var, quoique je ne crois pas encore. Donc il est parlementaire en tout cas, et il fait des cocottes en papier. Et il est très concentré par sa cocotte en papier. C'est le plaisir des origamis, bien évidemment, mais c'est aussi un Clémenceau de 60 ans. C'est la grande tradition des journalistes parlementaires, hein, en plus, enfin, des dessinateurs parlementaires, donc ça valait portrait, ça valait photo. Là, l'écriture illisible, enfin difficile à lire, de Clémenceau et qui ressemble un peu à Sem. Et ce qui est amusant, c'est que c'est un courrier que j'ai là, et à l'époque de Chambre des députés, donc oui, non, c'est plus ancien, donc c'est Chambre des députés, et il écrit à propos de la publication d'un article dans sa revue qui était La Justice. Et il y a un document qu'on lui avait envoyé qui n'avait pas encore été publié. Donc, il prend l'engagement de publier l'article et il explique comment le document vaut mieux que toutes les notes et tous les rapports du monde. Voilà, et ça c'est le côté direct et clair dans la transmission de Clémenceau. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que Clémenceau avait été meurtri par l'affaire Panama et le fait d'être représenté comme s'étant enrichi avec ces sacs de millions qu'on supposait avoir garni ses caves et ses armoires. Ça n'aurait pas été le cas. Il aurait pu en vouloir aux caricaturistes. Non, il en a voulu à quelques-uns peut-être, mais dans l'ensemble, il appréciait la caricature et il l'a trouvée nécessaire. Et quand il va, après avoir été président du Conseil, créer un deuxième journal en 1913, qui sera L'Homme libre, eh bien, ce deuxième journal, il va vouloir qu'il y ait du dessin et de la caricature. Et il va demander, non pas à Georges Mandel, qui était un peu le conseiller politique pour le journal, mais il va demander à Roland d'Orgelès, qui était un de ses secrétaires, de lui présenter quelques caricaturistes ou dessinateurs pour travailler avec lui. Alors il va y en avoir 3. Dans les 2 premiers ne vont pas faire affaire avec Clémenceau. Le premier, c'est Gassier, qui va créer ensuite le Canard enchaîné, enfin le Canard et le Canard enchaîné, mais qui, à l'évidence, est quand même encore plus radical que Clémenceau. Et là, vous le voyez bien, c'est plus tardif, ça c'est 1917, le dessin de Gassier, hein, mais c'est le ministère homogène, et vous avez donc Clémenceau qui fait tout. Ministre de la guerre, président du Conseil, ministre de la Justice, ministre de la Marine, etc. Et à chaque fois, il a le bon uniforme qui convient. Alors, ça ne va pas. Le deuxième, c'est Annecy. Mais Annecy, bon, c'est l'Alsace, c'est la récupération de l'Alsace. C'est un mouvement important pour Clémenceau, mais difficile pour alimenter un journal comme celui qu'il veut créer. Et le troisième, eh bien, ça va être Sem. Et ce qu'il y a d'étonnant, c'est que le premier numéro de L'Homme libre, en première page, eh bien, on a un dessin de Sem. Et ce dessin de Sem, c'est au Conseil des ministres. Et au Conseil des ministres, vous avez, je vais prendre une anti-sèche quand même, parce qu'il y en a un des 3 sur lequel je vais me tromper. Vous avez les 3 ministres donc, qui évoquent leur majorité. Alors, celui qui lève le bras, c'est le président du Conseil, c'est Louis Barthou. Celui qui est à côté avec la coiffure en brosse, c'est lui sur lequel je bute parfois, c'est Eugène Étienne, qui a été ministre de la Guerre. Tout le monde ne se souvient pas forcément d'Eugène Étienne. Le troisième, par contre, avec ses moustaches tombantes et ses binocles, c'est Stéphane Pichon, qui était ministre des Affaires étrangères et qui a été un ministre très fréquent des gouvernements de la Troisième République. Donc voilà ce premier dessin de presse. Ah, très beau dessin, les élections de 1913
celle dont je vous parlais tout à l'heure, et où, en définitive, Poincaré va faire éliminer Pams pour devenir président de la République. La République cherche un homme, et vous avez donc Clémenceau, qui est en arrière-plan, mais qui n'est pas candidat. Briand, qui sera un éternel candidat, et puis d'autres qui ne sont pas forcément identifiés, mais celui en bas, on le retrouve sur plusieurs autres dessins de scène. Voilà, et donc la République, avec sa lampe de poche, essaye désespérément de trouver le bon candidat. Alors, maintenant, sur la deuxième partie, c'est-à-dire sur la chronologie de ces relations de caricature entre un modèle et le dessinateur. 3 temps bien différenciés. D'abord, la Belle Époque. La Belle Époque, Sem n'a pas de parti pris. Hein. Nous sommes donc avant la guerre. Éventuellement, il peut avoir des opinions, par exemple, sur la réduction du temps de travail, d'où le dessin qui représente Clémenceau allant mettre le désordre dans son atelier. Mais autrement, les rapports sont plutôt courtois et il y a à l'évidence des occasions de se rencontrer, de se fréquenter en dehors de l'activité politique. Ce qui va suivre vous le confirmera. Donc là, quand Sem fait une grande frise de 9 mètres de long représentant toutes les personnalités au bois de Boulogne, il y a bien évidemment le char de l'État. Il faut que le char de l'État soit présent quand même. L'Élysée n'est pas très loin. Et donc, qui conduit le char de l'État? À ce moment-là, nous sommes en 1908, donc c'est le président du Conseil, c'est Clémenceau. Vous voyez que la République est bien mignonne. Hein, je vais utiliser mon instrument, mais... Hein, voilà. Et puis sinon, vous n'avez pas que des politiques, là vous avez aussi. Et puis, et ça c'est amusant, parce que ça va persister, et que systématiquement, quand on regarde attentivement les caricatures politiques, on aura l'un à côté de l'autre. Généralement, la plus bonne place étant donnée à Clémenceau, mais ça représente toujours Aristide Briand, pas très loin. Toujours dans la Belle Époque, tout va bien, c'est merveilleux, on boit le champagne, du Moët-et-Chandon, bien évidemment. Avec qui le boit-on? Eh bien, avec Cornuchet, c'est lui qui allume la mèche. Et à qui est donné ce dessin? Eh bien, au général Chandon de Braille. Donc, voilà la légende. La voilà bien, l'artillerie que l'Europe nous envie, celle de la paix. En cordial hommage au général Chandon de Braille, hommage Sem. Voilà. Chandon de Braille, bien évidemment, était de la famille Moët-et-Chandon. C'était un des propriétaires. Et donc là, c'est un dessin original, il n'est pas reproduit tel quel dans l'album, c'est une variante, hein, mais avec ce magnum, enfin ce Jéroboam, plus encore, dont le bouchon saute et qui marque donc l'artillerie de la paix. Un an après, il aurait peut-être fallu changer quelques éléments du dessin. Et puis, toujours dans la Belle Époque, nous sommes en 1913, Clémenceau n'est plus ministre, mais il participe quand même toujours à la vie mondaine et intellectuelle du pays. Et là, il y a un événement très important à Deauville, en décembre 1913, c'est que Mistinguett, qui jusque-là passait ses journées avec son petit copain, Monsieur Maurice Chevalier, pardon, Maurice Chevalier. Donc, ils étaient tout le temps ensemble, la valse chaloupée, etc., vous connaissez. Et Maurice va faire son service militaire. Il est mis sous les drapeaux. Donc, du coup, beaucoup moins de photographes, beaucoup moins de journalistes, beaucoup moins de presse. Ça ennuie Mistinguett. Et à l'époque, si je ne dis pas de bêtises, les planches n'étaient pas à Deauville, elles étaient à Trouville. C'est qu'en 1924, on a mis les planches à Deauville. Mais à l'époque, il y avait déjà les planches à Trouville. Et donc, elle va se promener sur les planches, elle voit un photographe et un journaliste auprès de Mayol,
elle se précipite, elle embrasse Mayol, elle lui passe la main sur le bras, elle re-embrasse encore. Les journalistes disent, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose? Comment? Vous ne savez pas? Nous nous épousons, nous nous marions. Ah bon? C'est vrai? On peut faire l'article? Mais je vous en prie, faites un article. Donc photo, article, etc. Bon, bien évidemment, vous voyez que ce n'était pas exactement les habitudes de Mayol, mais il y a eu une fausse noce, comme ça s'est fait après à Paris assez régulièrement. Et vous avez donc derrière, qui suivent la noce, donc Mayol ici, là, Edmond Rostand, bravo, là, Branem, là, Polaire, ça n'est pas Colette, c'est bien Polaire, oui. Là, Duval, ça vous aurez un peu plus de mal à le trouver. Et puis, ici, vous avez Clémenceau. Et, normalement, c'est dommage, la photo est coupée. Vous avez, peut-être apercevez-vous la moustache d'Aristide Briand qui suit. Hein. Et puis, le petit chien, bien évidemment, le petit chien de Mistinguett qui est toujours là. Voilà. Donc, le faux mariage. Je ne peux pas vous donner d'informations privilégiées et secrètes. Mais enfin, quand même, ça n'est pas une simple lubie que de mettre Clémenceau sur cette composition. Il fallait qu'il y ait une raison. Et donc la raison, c'est tout à fait honorable, mais il y avait cette vie sociale qui se faisait autour, ce qui bien que, sans doute, Clémenceau et Sem se connaissaient-ils. La Grande Guerre. Alors je vais rapidement, on va voir comment Clémenceau est traité par Sem dans la Grande Guerre, mais la première question qui se pose à Sem, cette guerre qui ne pouvait durer que quelques semaines, que quelques mois, comment l'aborder? Et là, beaucoup de ses confrères et amis ne se posent pas la question. Une guerre, on l'aborde par la force du crayon, c'est-à-dire la propagande. On y va franchement. De toute façon, nous avons affaire à des ennemis qui ne sont pas très honorables, des Huns, et donc, eh bien, on va leur en donner pour leur grade. Et on y va franchement. On fait de la propagande. Hein. Ça n'est pas très propagande, c'est pas son truc. Il attend un peu. Et ça n'est qu'au bout de quelques mois, décembre 1914, que dans une belle revue faite par Polyribe et Jean Cocteau, Le Mot, revue qui est restée célèbre et de qualité, dans le numéro 3 du Mot, il y a une composition en pleine page, il y a un tirage de luxe sur papier japon, etc. Et là, une représentation du Kronprinz, le fils de l'empereur d'Allemagne, qui dirige les opérations, et qui est représenté avec sa casquette, son stick sous le bras, son uniforme, son cheval mort derrière lui, d'autres soldats morts, et une gueule de mort lui-même. Il a vraiment une tête de mort. Et donc voilà le Kronprinz, qui après d'ailleurs évoluera, il y aura quelques petites variantes qui seront faites par Sem, on lui rajoutera quelques bijoux, enfin pour mieux le décrédibiliser encore, si ça n'était pas suffisant. Et puis Sem, un des premiers, il ne va pas faire de mission de propagande, je vous ai dit que non, ce n'était pas son truc, mais quand il y a vraiment un voyage de journaliste près du front, il est envoyé par le journal, le quotidien avec lequel il travaille, il prend des contacts, il visite, bon. Et puis il va garder ses contacts et il va revenir régulièrement, mais seul, très proche du front. À tel point que là, vous avez le boyau Sem, donc sur une carte secrète, il avait été dans l'Artois, là c'est à côté de Souchet, et il y a donc, vous avez en bas à droite, le boyau Sem. 15 jours après, le boyau Sem sera repris. 2 mois après, les Français vont le reconquérir, etc. Nous sommes en plein dans la guerre des tranchées. Il y a quand même quelques Allemands qui sont faits prisonniers. On n'hésite pas à en envoyer quelques-uns à Deauville
Il y avait parfois des villas ou leurs habitudes. Ils ne vont pas se retrouver dans leur villa ou dans leur appartement de l'Hôtel Royal ou du Normandie. Ils vont se trouver dans des camps de prisonniers, mais au moins ils seront bien surveillés. Et alors là, c'est dommage, j'ai coupé là. C'est compliqué, il y a plusieurs scènes sur la même feuille. Mais qui l'eût cru, mon vieux Fritz? Voilà. Et vous avez quand même, vraisemblablement, un beau propriétaire, Juncker, et puis son palefrenier qui est là pour lui rendre la vie plus confortable. Et puis, la guerre, ce sont aussi les procès. À partir du moment où Clémenceau revient aux affaires, hein, 1917, fin 1917, et à partir de ce moment-là, il règle ses comptes. Il règle ses comptes avec Caillot, il règle ses comptes avec Humbert, qui était un patron de presse, et il règle ses comptes avec l'affaire Bolo-Pacha. Bolo-Pacha, en fait, n'est pas du tout ni un Bolo ni un Pacha. C'est un Européen qui était dans les affaires, qui avait d'ailleurs un oncle évêque, Monseigneur Bolo, et qui participe à la négociation d'une paix séparée avec l'Autriche. Et donc finance des journaux pour aller dans le mouvement pacifiste, et puis qui finance aussi un certain nombre de parlementaires et de députés. Bien évidemment, procès, jugement, condamnation. Il sera exécuté. Mais là, les procès d'audience sont extraordinaires. Cet album est très très beau. Et très belle idée de mettre effectivement ce tigre, qu'il a, un peu comme dans le gouvernement de Gassier tout à l'heure, un gouvernement homogène. Et bien là, on a le tigre qui tient bien dans sa gueule la balance de la justice, avec le glaive d'un côté et les millions de francs or de l'autre côté. La guerre, il y a un peu de propagande aussi quand même, mais de la propagande pour apporter de l'argent pour faire la guerre. Donc pas pour la dépenser, mais pour récolter de l'argent. Donc ce sont les affiches de guerre. Là, vous avez qui marquent l'évolution de la guerre. Il y en a 4 au total. Vous n'allez en voir que 3 ici. Mais vous avez, après l'entrée en guerre des États-Unis, la Statue de la Liberté qui apparaît. Remarque intéressante, c'est qu'il y a une version, là c'est une affichette sur laquelle il n'y a pas le slogan. Mais en principe, le slogan est en français pour la Banque nationale de crédit. Sauf un tirage fait spécialement pour les Anglais et pour les Américains. Et ça n'est pas la liberté, freedom, non. Comme c'est bien la Miss Liberty, c'est for liberty of the world, etc. Et donc, volontairement, si ce n'est SEM, en tout cas son service de communication à la banque, insiste bien sur le fait qu'il s'agit de Liberty et donc de Miss Liberty qui apparaît ici. Là, Foch, il fallait quand même rendre hommage aux militaires, et il y a certains avec lesquels Clémenceau s'entendait bien, pas tous, mais... Et donc là, voilà, le dernier quart d'heure avec le maréchal Foch, enfin le général Foch à l'époque, qui voit ses troupes monter à l'assaut. Et puis là, fin de la guerre, donc ce sera le défilé de la victoire sous l'Arc de Triomphe. Et la 4e affiche n'est pas là, mais elle pourrait avoir pour titre Les décombres. Ce sont des destructions de la guerre. Elle est à l'italienne, fond jaune, gris, marron, triste, et avec les décombres, en quelque sorte. L'après-guerre, bien évidemment, on a eu le tigre, on avait eu le tombeur de gouvernement, etc. Là, on a le père la victoire, ça y est, les mains dans les poches, tranquille, sûr de lui, volontaire, bien campé. Le même père la victoire en affichette, mais le plus beau, bien évidemment, c'est celui qui est juste au-dessus. C'est le portrait original, qui est plus fin que ça, et c'est celui qui est envoyé à M. Pams, et qui m'avait posé tant de difficultés à comprendre cet envoi de SEM. Et ben oui, bien évidemment, SEM fait ça 1919-1920. Pams a été fidèle jusqu'au bout à Clémenceau, a été son ministre de l'Intérieur de 1917 à 1920, et tout naturellement, SEM le connaissait bien aussi, et donc lui envoie ce dessin. Il aurait pu l'avoir envoyé à Clémenceau, peut-être en a-t-il envoyé un, mais on n'a pas retrouvé ici. Alors là, la fameuse baïonnette dont je vous parle, si j'ai mis celle-là, on l'a déjà évoquée tout à l'heure, et je vous ai dit la préférence que j'ai pour celle représentant le sénateur du Var en 1913,
avant la guerre. Mais regardez bien, celle-ci qui est très forte, et avec ce pauvre aigle allemand qui a été... Et je vais vous en présenter une deuxième d'un artiste que j'aime beaucoup aussi, mais qui est tout à fait différent, Nam. Nam est un dessinateur, illustrateur, caricaturiste qui a fait des chats extraordinaires. Il dessinait les chats d'une façon fantastique. Et donc là, voilà notre Clémenceau en tigre qui est en même temps un gros chat et qui a aussi appuyé le pauvre aigle qui n'en peut plus. Là, Clémenceau ne s'est pas présenté à la présidence de la République, mais il aurait bien aimé qu'on fasse appel à lui, sans avoir à être candidat. Simplement avec la trahison de Deschanel, parce que quand même pour le coup, l'élection de Mandel, l'élection de Deschanel s'est vraiment faite contre Clémenceau. Et donc il part. Il connaissait déjà très bien tout cela, les Maharajas qui sont autour de lui, il les avait fréquentés à la conférence de la paix, hein, en 1919, en 1920. Ils étaient à Paris, à Versailles. Et donc il l'avait invité à aller lui rendre visite, donc il y va. Là on lui fait une belle chasse, 3 tigres, c'est très bien. Et puis il y a, dans une correspondance adressée à une de ses amies, un passage extraordinaire où il évoque cette chasse, il dit voilà, 3 tigres. Je ne comprends absolument pas pourquoi on m'assimile à cet animal abruti. Ce tigre, tout dans la mâchoire, rien dans la cervelle. C'est exactement mon opposé. Voilà. Donc, mais il fallait bien, le tigre était là. On n'allait pas refuser quand même la campagne de communication qui avait bien marché. Alors là, on peut faire, Sam a dû faire, il aimait beaucoup les bouffonneries, donc passer du tigre à la figure de Clémenceau, mais là il a fait autre chose, c'est donc la vengeance de la guerre de 71, et il passe de la tête de Bismarck à celle de Clémenceau. Vous avez l'évolution de 2 têtes de Bismarck et 2 têtes de Clémenceau pour passer progressivement de Bismarck à Clémenceau. Alors ça, c'est amusant parce que c'est une erreur. C'est donc l'après-guerre, avant le moment où Mandel aura vraiment tourné Kazakh, au moment où Mandel est encore tout à fait dévoué et est un homme à tout faire pour Clémenceau. Et voilà donc Mandel, l'homme à tout faire de Clémenceau, justement. Caricature de Sem. Eh bien non, pas caricature de Sem. Bravo, Lise. Caricature de Gassier. Voilà, et on voit bien que c'est un petit dessin de presse qui a été grossi, mais non, Sem n'aurait jamais représenté Clémenceau comme ça. Enfin, c'est plat, c'est simple, mais ça n'est pas le même usage. C'est-à-dire que Gassier, pour un journal comme Le Canard enchaîné, a besoin de ce type de dessin. Sem, ça n'est pas son trait, ça n'est pas son dessin. Et là, le voilà, les mêmes. Vous avez bien évidemment que je retrouve mon arme. Vous avez bien évidemment Clémenceau, vous avez Georges Mandel. Alors vous avez une belle table. Je vais recommencer mon interrogation orale. Voilà, le père de l'auteur. Voilà l'auteur, Sacha Guitry. Et voilà, le père de l'auteur, c'était une boutade que Sacha a employée à l'égard de Lucien Guitry. Vous retrouvez Polaire derrière. Vous retrouvez ici, tac, 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 5 secondes. Yvonne, bien sûr, Yvonne Printemps, la femme de Sacha Guitry. Là, Duval, et là, un Maharaja. Voilà. Et donc là, ça c'est un dessin qui est fait vers 1920, si vous voulez, on peut le voir parce que il va y avoir malheureusement ceux qui vont défuncter assez rapidement dans la période. Et puis on le voit aux décorations, avoir non pas le ruban mais la rosette, etc. Donc on peut dater très très exactement les personnages.
Voilà. Et ça, c'est très amusant. C'est une petite carte de visite d'un. Je ne connais pas le dessin original. C'est un ami japonais, Monsieur Kawashima, qui avait une très belle collection de sèves et qui a ouvert un musée privé au Japon et qui avait acheté au Japon cette superbe aquarelle. J'en étais jaloux. J'ai le pendant, mais celle-là m'aurait bien aimé aussi. Voilà. Et c'était sa carte de visite. Bah, merci Xavier, bravo.